Bonjour chers tous, je m'appelle Madame Fandy Christ, fondatrice de l'association Coparenf qui fait de soutien-accompagnement à la parentalité pour lutter contre le décrochage scolaire. Dans mon objectif de l'accès au droit, je suis avec Maître Alexis Tordeau pour nous parler des droits des étrangers. Bonsoir à toutes et à tous. Alexis Tordeau, avocat spécialiste en droit des étrangers, avocat d'abord dans un premier temps de l'administration et aujourd'hui avocat au sein de mon propre cabinet avec plusieurs collaborateurs spécialisés en droit des étrangers, c'est-à-dire en contestation d'obligation de quitter le territoire, en contestation de placement en rétention administrative et aussi en régularisation, demande de titre de séjour, renouvellement de titre de séjour, demande d'asile, demande de naturalisation, recours, refus de visa et d'une manière générale tout ce qui peut concerner de près ou de loin le droit de l'immigration en France. Bonsoir à tous, moi c'est Diallo Vanessa, je suis juriste au sein du cabinet de Maître Alexis Tordeau et je suis actuellement inscrite à Master 2 à l'Institut supérieur du droit de Paris. Comme je vous l'avais annoncé hier, me voilà dans le cabinet de Maître Alexis Tordeau pour nous parler des droits des étrangers. Merci d'être venu, merci pour votre confiance en notre cabinet depuis ces quelques mois où on travaille ensemble et je suis ravi de pouvoir expliquer à votre communauté ce qu'est, ce que va devenir aussi le droit des étrangers à travers une actualité, on l'a vu, marquée par des interventions ministérielles, par des interventions du gouvernement, mais aussi à travers une actualité marquée par des éléments, des faits d'actualité qui influent quotidiennement sur le droit des étrangers. Mais aussi ma collaboratrice en droit des étrangers qui intervient directement sur les dossiers avec moi et qui va elle aussi se présenter. Alors bonsoir, moi c'est Diallo Vanessa, juriste spécialisée en droit des étrangers et voilà, je suis là pour répondre à vos questions, si vous avez des questions, voilà, sur l'actualité relative aux droits des étrangers en France. Et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Voilà. Merci. Maître, nous allons commencer tout de suite par l'OQTF. C'est quoi l'OQTF? L'obligation de quitter le territoire, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans l'actualité. C'est souvent une décision administrative qui vient sanctionner soit un refus lors d'une demande de titre de séjour, soit c'est une décision qui est administrée lorsque l'étranger, en situation régulière, commet un délit ou une infraction en France. Alors, quand l'OQTF arrive, il faut absolument ne pas perdre de temps et contacter sans délai un avocat pour que celui-ci puisse contester l'OQTF. Deux délais possibles, soit un délai restreint de 48 heures où il faudra en seulement 2 jours contester cette obligation de quitter le territoire, soit un délai plus ouvert de 30 jours qui vous permettra, dans ce délai, de le contester. Cette contestation doit se faire, elle doit encore plus se faire dans l'actualité qui est la nôtre, parce que le gouvernement a, semble-t-il, annoncé un projet de loi dans lequel il semblerait que l'obligation de quitter le territoire, qui actuellement a vocation à s'appliquer qu'1 an, serait désormais enregistrée dans un fichier qui, lors de chaque demande et malgré l'expiration de l'OQTF au bout d'1 an, pourrait être rappelé à l'étranger et surtout pourrait servir à l'administration pour refuser le titre de séjour de l'étranger. Réflexe, lorsqu'on reçoit un OQTF, appelez un avocat conseil qui pourra utilement vous conseiller et contester cet acte administratif pour des raisons d'abord juridiques, puisque beaucoup de vices de forme entachent aujourd'hui l'obligation de quitter le territoire, mais aussi pour des raisons factuelles, puisque par expérience, on a remarqué que l'administration faisait parfois une appréciation factuelle des dossiers qui n'était pas la bonne. En cas d'obligation de quitter le territoire, le réflexe doit donc être de contacter un avocat sans délai. Quels sont les délais et attentes? Quels sont les délais dans lesquels on peut tout de suite faire un recours à son OQTF qu'on vient de recevoir, et le délai après l'OQTF,
est-ce qu'on peut encore refaire une autre demande à son titre de séjour ou pas? Là, ça fait 2 questions, mais en fait. Alors, sur les OQTF, les délais, c'est extrêmement simple, je crois que je l'ai dit précédemment. Vous avez aujourd'hui 2 délais, je vous les synthétise, un de 48 heures, ce qu'on appelle un OQTF sans délai de départ volontaire. C'est souvent pour les individus qui ont commis une infraction ou un délit assez grave, ou dans les cas où une personne s'est maintenue plusieurs fois irrégulièrement sur le territoire, c'est quand l'administration veut marquer le coup et veut que vous quittiez le territoire sans délai. Dans ces cas-là, la contestation est de 48 heures. Il faut absolument enregistrer, envoyer au tribunal administratif son recours dans les 48 heures sous peine d'être irrecevable. C'est-à-dire que la juridiction administrative n'étudie absolument pas votre dossier. Ce qui est évidemment problématique, puisqu'une fois que vous avez dépassé ce délai de recours, celle-ci a vocation à s'appliquer, c'est-à-dire que vous êtes en situation irrégulière sur le territoire, avec la possibilité, dans certains cas, d'être placé en centre de rétention administrative, qui sont des centres pour étrangers, où vous êtes placé dans l'attente d'une expulsion. Le premier délai, je le disais, 48 heures. Le second délai, plus commun, plus traditionnel, qu'on voit plus souvent ici au cabinet, est lui de 30 jours. Vous avez à compter de la notification. Attention, la notification. C'est-à-dire la date à laquelle vous prenez connaissance de cette décision. C'est très important puisque dans certains cas, l'OQTF a été irrégulièrement notifié, a été notifié à des domiciles qui ne sont plus les vôtres. Et la date qui fait foi et qui nous permet de faire courir le délai de recours est celle de la notification. Je le disais, dans un délai plus traditionnel de 30 jours. 30 jours durant lesquels vous avez l'opportunité de contester cette obligation de quitter le territoire. Une nouvelle fois, si vous ne le faites pas, vous êtes irrecevable et donc vous êtes ensuite sur le territoire de façon irrégulière avec ce que je disais précédemment, les conséquences que ça peut entraîner, un placement en centre de rétention administrative, une assignation à résidence, une expulsion dans certains cas, et évidemment une situation qui n'est jamais agréable à vivre. Sur la seconde question, la question qui concernerait par exemple un individu qui n'aurait pas contesté l'OQTF, elle a aujourd'hui une validité d'1 an à compter de la notification. C'est-à-dire que je me vois notifier une OQTF aujourd'hui le 12 janvier 2023. Si je suis sans délai de départ volontaire, j'ai jusqu'au 14 janvier pour la contester. Si je suis avec un délai, c'est plus commun de 30 jours, j'ai jusqu'au 12 février pour la contester. Et une fois que j'ai dépassé le 12 février, je suis établi de façon irrégulière. À partir de là, à partir de la notification, vous avez 12 mois durant lesquels vous avez une obligation de quitter le territoire qui est applicable. Ça veut dire qu'à chaque contrôle de police, ça veut dire qu'à chaque interpellation, ça veut dire qu'à chaque déplacement, vous pouvez, par les forces de l'ordre, être placé en centre de rétention administrative et être expulsé. Pour l'instant, c'est 1 an. Maintenant, je veux ici, et j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, je crois, sur les plateaux télé, vous alerter d'une possibilité qui visiblement n'en est plus une, qui va être d'actualité, qui sera celle pour les obligations de quitter le territoire, qui pour l'instant sont valables seulement 1 an, d'être inscrite dans une espèce de casier judiciaire pour étrangers où il y aurait une trace, un délit de cette OQTF et qui, même après le délai d'1 an, pourrait entraîner malheureusement le refus de votre titre de séjour. Je m'explique très concrètement et puis je finirai là-dessus, sur ce point. J'ai pris mon exemple, 12 janvier 2023. Aujourd'hui, ça voudrait dire que le 12 janvier 2024, je peux déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Peu importe que j'ai contesté ou non cette OQTF dans le rapport. On peut penser qu'avec la nouvelle loi qui va rentrer en vigueur, lors de cette nouvelle demande, on se verra opposer cette OQTF parce qu'il sera tracé, inscrit dans ce casier qui visiblement est dans la nouvelle loi relative à l'immigration. Donc ce délai d'1 an que j'explique sur la validité de l'OQTF est à prendre avec des pincettes parce qu'il a vocation effectivement à être modifié. Donc il faudra être vigilant et il faudra, même si je l'ai toujours dit, mais je le répète encore plus avec cette actualité-là, début février, on a un nouveau projet de loi sur l'immigration qui va effectivement arriver à l'Assemblée nationale, au Sénat, après une proposition du gouvernement.
Projet de loi qui reprend beaucoup de choses, qui reprend au niveau, j'allais dire, positif, la création de titres de séjour de plein droit pour les métiers en tension, la création de certaines possibilités de se régulariser qui n'existaient pas auparavant. Mais par contre, j'allais dire, la judiciarisation et surtout le renforcement de l'application et de l'exécution des OQTF. C'est les paroles du ministère de l'Intérieur qui explique qu'il veut plus accueillir de l'immigration choisie, mais qui veut être par contre beaucoup plus, j'allais dire, difficile, exigeant, et il veut pouvoir expulser de manière très concrète les personnalités qui auraient eu une obligation de quitter le territoire ou qui auraient commis sur le territoire une infraction, un délit, ou qui seraient tout simplement maintenus de manière irrégulière sur le territoire. Donc, sur ce que j'ai expliqué précédemment sur le QTF, ce n'est pas actuellement en vigueur, mais c'est dans le projet de loi qui va être discuté à l'Assemblée nationale, au Sénat, et qui pourrait donc assez rapidement arriver dans nos CESEDA, c'est-à-dire les codes qu'on applique au quotidien, avec ma chère collaboratrice présente aujourd'hui. Donc vigilance, même si effectivement pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc sur l'état du droit actuel, je peux vous rassurer, le QTF n'est valable qu'un an. D'accord. Merci maître pour cette explication. Revenir sur comment faire sa première demande de titre de séjour pour un étranger qui vient d'arriver dans le pays. À quel moment il peut déposer, n'est-ce pas, sa première demande de titre de séjour? France, si je devais résumer l'arrivée sur le territoire en France, on pourrait le faire peut-être de deux manières. Soit une arrivée dite régulière, c'est-à-dire que j'arrive sous couvert d'un visa long séjour, c'est-à-dire VLS-PS, demandé dans mon pays d'origine, et une fois que je suis établi sur le territoire, je demande des renouvellements. C'est traditionnellement le cas pour les étudiants qui arrivent sous couvert de ce VLS-PS et qui ensuite obtiennent des renouvellements de statut étudiant, obtiennent ensuite une carte de séjour salarié, une carte de résident et in fine une naturalisation qui est souvent le schéma global qu'il faut viser en droit des étrangers. Ça, c'est lorsqu'on arrive de manière régulière sur le territoire. C'est une situation plus facile, évidemment, que l'administration apprécie particulièrement, puisqu'elle a permis des titres de séjour de plein droit sur ce fondement, c'est-à-dire sur lequel le préfet n'a pas de droit de regard. Ça, c'est pour les arrivées régulières. On a ensuite le cas plus complexe, et qui au cabinet nous concerne quotidiennement, malheureusement, j'allais dire, mais c'est des cas qui sont de plus en plus fréquents. On a ce qu'on appelle les titres de séjour sur des arrivées dites irrégulières. On appelle traditionnellement l'admission exceptionnelle au séjour. Déjà de manière liminaire, il faut préciser que, contrairement aux titres dont j'ai préalablement parlé, c'est des titres qui ne sont pas de plein droit, c'est-à-dire qui sont à l'appréciation du préfet. C'est-à-dire qu'il y a des conditions à remplir, mais le préfet, malgré le respect de ces conditions, peut s'opposer à la délivrance du titre de séjour. Alors, sans vous faire une appréciation exhaustive de chacun des titres de séjour, on a en réalité deux titres de séjour en admission exceptionnelle au séjour qui sont, j'allais dire, les principaux. On a l'admission exceptionnelle au séjour dite salariée, ou lorsqu'on a un certain nombre d'années de présence, 3 ou 5 ans, et lorsqu'on a un certain nombre de fiches de paye, 18 notamment, on peut obtenir la régularisation sur ce fondement. On a aussi une autre admission exceptionnelle au séjour qui est envisageable, c'est celle dite sur le fondement de la vie privée familiale, et à condition de remplir les conditions relatives à la présence et la condition relative aux attaches familiales en France, on peut se régulariser sur ce fondement. Difficile en réalité de vous expliquer chaque type de séjour vous permettant d'être régularisé. Il faudrait à chaque fois, c'est une appréciation, une concréto qu'il faut faire pour chaque justiciable, pour aller voir quel titre est opportun. Je reçois ce matin un entrepreneur et je lui présente le titre de séjour entrepreneur. J'ai en situ quelqu'un qui travaillait de manière régulière et on lui a fait une admission exceptionnelle au salarié. Ça dépend vraiment de chaque personnalité. Donc très compliqué de vous expliquer chaque type de séjour. Mais pour faire une introduction, comprendre qu'il existe deux catégories de types de séjour en France, celles qui sont dites de plein droit, qui viennent sanctionner une arrivée régulière, et les admissions exceptionnelles de séjour, qui viennent sanctionner une arrivée irrégulière. Sur les AES, en réalité... Est-ce que seule la déclaration d'impôt suffit pour justifier sa présence en France pour un demandeur de titre de séjour, par exemple? Maître, s'il vous plaît.
Vanessa, ma collaboratrice, pour cette question piège, et puis je prendrai la parole s'il y a des difficultés là-dessus. Non, en fait, lors de l'admission au séjour en général, est demandé à l'étranger de fournir plusieurs pièces, voilà, qui justifient sa présence continuelle sur le territoire français. Et en général, cette présence doit être non interrompue, c'est-à-dire vous prouvez que vous êtes présent sur le territoire français pendant une période en général de 5 ans. Et les présences en général, ils demandent des documents légaux, c'est-à-dire des documents formels, des documents délivrés par des administrations. Ça peut être Pôle emploi, ça peut être une attestation médicale, ça peut être n'importe quoi, mais qui prouve juste qu'à cette période-là, vous étiez bien présent sur le territoire français. Il n'y a pas de document fixe ou il n'y a pas de... Du moment où vous prouvez que le document, c'est un document administratif, c'est-à-dire qui est traçable, dès lors, ce document est accepté comme une forme de preuve de présence sur le territoire français. Voilà. Sur cette question, quand même, pour être parfaitement clair, c'est une question qui se pose, mais en réalité qui est souvent appréciée par l'administration. Pourquoi? Parce que quand vous faites une admission exceptionnelle de séjour, par exemple sur le fondement salarié, mais en réalité vous produisez des fiches de paye. Donc si vous voulez, ça permet d'établir tout de suite la condition de présence. Nous, le cas qu'on rencontre très souvent, c'est l'AES salarié 3 ans. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui est sur le territoire depuis 3 ans, qui arrive à me produire 24 fiches de paye. Lui, automatiquement, il est éligible à l'AES salarié. Qu'est-ce que j'entends par ici? C'est-à-dire que je vais tout de suite réussir à prouver ma présence à travers ces fiches de paye. Les autres documents qui sont très souvent produits, c'est des justificatifs de domicile, ça va être des dépenses, ça va être des comptes bancaires, ça va être l'arrivée ou la réservation d'un billet de train sur le territoire, ça va être énormément. Tous les éléments, effectivement, comme l'a dit Vanessa, qui permettent d'établir votre présence sur le territoire. C'est souvent une condition qui est appréciée assez librement par l'administration et sur lequel on ne rencontre pas forcément énormément de soucis, dans la mesure où tous les éléments peuvent être rapportés à l'administration qui les apprécie ensuite, évidemment, de manière totalement libre. D'accord. Je ne suis pas régulière sur le territoire français et je tombe enceinte, c'est-à-dire que j'ai un enfant de français. Donc maintenant, mon enfant, il est français et je voudrais obtenir un titre de séjour. Que dois-je faire? Est-ce qu'il est possible dans ce genre de cas? Oui, là on parle d'un type de séjour de plein droit, comme l'avocat vous a dit. Si vous pouvez établir la filiation avec l'enfant français, on vous délivre un titre de séjour en tant que mère ou père d'enfant français. Mais par contre, il y a un bémol, c'est-à-dire vous devez prouver que vous prenez soin de cet enfant, c'est-à-dire vous participez à l'entretien et à l'éducation de cet enfant pour qu'on puisse vous délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Il ne suffit pas juste de dire « je suis parent d'enfant français », non, ça ne marche pas. Vous devez prouver par, en général, ils demandent des justificatifs, par exemple, de paiement de scolarité ou une attestation de l'école prouvant que vous venez chercher l'enfant à l'école tous les jours. En général, c'est ce qu'on produit souvent pour ce genre de cas. Mais il faudrait que vous démontrez que vous participez à l'éducation et à l'entretien de cet enfant français pour que vous puissiez pouvoir délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Très bien dit Vanessa, c'est un titre de séjour de plein droit, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas exigé que le parent soit établi de façon régulière. Le seul fait d'être parent d'enfant français permet l'attribution d'un titre de séjour de plein droit, c'est-à-dire un titre de séjour pour lequel le préfet n'a absolument pas vocation à donner son avis. Les conditions, rapplement, c'est effectivement une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans. Ces conditions sont effectivement appréciées stricto sensu par l'administration et il faut bien démontrer à l'administration qu'elle est respectée. Dernière condition quand même, la résidence de l'enfant français mineur doit être stable et durable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas envisager d'avoir un enfant qui serait finalement entre le pays d'origine et la France. Il faut que la résidence soit stable et durable. C'est des conditions qui sont exigées pour se voir attribuer ce titre de plein droit. Mais sur votre question, effectivement, vous pouvez tout à fait, si vous êtes parent d'enfants français, être régularisé sur ce fondement sans passer par l'admission exceptionnelle de séjour, mais parce que vous remplissez les conditions d'un titre de plein droit. Maître, je suis comme un sans-papier en France depuis des années et paf, je tombe malade, mais d'une maladie très très grave. Comment je peux demander un titre de séjour dans ce cas?
séjour étranger malade, c'est le nom, voilà, vous pouvez vous faire des livres de séjour étranger malade si vous remplissez certaines conditions. Déjà, il faudrait que vous puissiez prouver que cette maladie n'est pas, je veux dire, vous ne pouvez pas vous faire soigner dans votre pays d'origine. Et il faudrait également que vous remplissiez certaines conditions, c'est-à-dire que la maladie doit être une maladie prévue par... je veux dire une maladie qui est dans les conditions, voilà, des maladies qui permettent la délivrance d'un titre de séjour, notamment des maladies telles que le cancer, des lourds handicaps, bon, je ne saurais pas, je vais dire celui ces aussi, je ne pourrais pas tous les citer là, mais il faudrait que vous démontrez que vous ne pouvez pas vous faire soigner dans votre pays d'origine. Voilà. Sur le titre de séjour, on appelle malade. le titre de séjour étranger malade. Il y a des conditions, une nouvelle fois, là, on est sur un titre de séjour de plein droit. Toujours ce que j'explique depuis le début de mon intervention, entre le titre de séjour apprécié de façon souveraine par le préfet, les admissions exceptionnelles de séjour, et les titres qui sont beaucoup plus intéressants, qui sont les titres de séjour de plein droit. Vous êtes parfaitement dans le cas d'un titre de séjour de plein droit. On a des conditions qui sont, une nouvelle fois, stricto sensu, c'est-à-dire qui sont vérifiées par l'administration, qui sont d'abord une résidence habituelle en France. Bon, ça peut sembler évident, mais c'est le premier critère. Ensuite, ce que disait Vanessa, en reprenant les termes de la jurisprudence, c'est un état qui nécessite une prise en charge médicale sans laquelle votre santé deviendrait critique. C'est ce critère-là. Il faut arriver à démontrer à l'administration que mon état est tel que si je ne subissais pas une opération d'urgence, et c'est pour ça qu'elle a raison de parler de cancer, mon état deviendrait critique. Si ce critère n'est pas rempli, impossible de solliciter un titre de séjour suivi. Par exemple, très concrètement. Parce qu'en fait, pour pouvoir avoir un titre de séjour, il faudrait qu'on puisse fonder ce titre sur cette demande de titre de séjour. Du coup, si vous ne validez pas votre année, vous allez fonder la demande de titre de séjour sur quelle base? Je ne comprends pas. Peut-être salarié. Oui, il y a la possibilité après les études de faire une demande de changement de statut. En général, comme l'avocat l'a assez bien expliqué, le parcours, voilà, c'est des étudiants étrangers qui viennent très souvent en France. Et au bout de leurs études, voilà, ils reçoivent 2 fois des propositions d'embauche. Et dès lors qu'ils ont une promesse d'embauche, ils peuvent effectivement faire une demande de changement de statut. Ça se fait 2 mois avant l'expiration de leur statut. Et s'ils remplissent les conditions, ils seront délivrés un titre de séjour mention salarié. Et en général, ils sollicitent ça, c'est valable pendant 1 an. Et lors du renouvellement, ils pourront solliciter un titre de séjour pluriannuel qui est en général valable 2 ans, 4 ans. Voilà. Sur la question des titres de séjour étudiants, c'est souvent, on a beaucoup de dossiers comme ça, sur effectivement comment je renouvelle un titre de séjour étudiant, comment ensuite j'évolue vers un statut de salarié. Alors, 2 remarques là-dessus de ce qui revient assez fréquemment. La première remarque, c'est celle de l'étudiant qui a des difficultés. On a beaucoup de dossiers comme ça, malheureusement, où on a un statut étudiant, on a beaucoup de redoublements, et puis ensuite, eh ben, on demande un renouvellement de titre de séjour, et on ne comprend pas, on reçoit une obligation de quitter le territoire. Parce qu'il y a une jurisprudence sur ce point, qui est très claire, qui est celle, pour le préfet, d'avoir la possibilité d'apprécier si la progression de l'étudiant étranger est de nature à lui permettre d'obtenir sa licence au terme de 5 années de présence en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Très concrètement, ça veut dire qu'un étudiant, quelqu'un qui a un titre de séjour étudiant, qui redoublerait 3 années de suite sa licence, pourrait se voir refuser son titre de séjour étudiant et du coup avoir une obligation de quitter le territoire. C'est ce qui arrive malheureusement très souvent. On a beaucoup d'étudiants qui viennent me voir et qui redoublent 1, 2, 3 fois et qui ne comprennent pas et qui se voient administrer une obligation de quitter le territoire. Donc c'est le premier problème du statut étudiant. C'est cette exigence de résultat, qui d'ailleurs, selon moi, est éminemment critiquable. Parce qu'elle est expliquée dans un pays où finalement la devise c'est liberté, égalité, fraternité, que finalement le critère d'égalité viendrait dire que des étudiants étrangers aient, pour justifier leur régularité de séjour, besoin de résultats finalement plus exigeants qu'un étudiant ressortissant d'origine française, bah, c'est à minima critiquable. Parce que, au contraire, quelqu'un, et moi je le sais parce que j'ai fait des Erasmus et parce que je suis allé à l'étranger, c'est très compliqué
quand vous arrivez dans un nouveau pays d'étudier. Parce que moi j'ai le cas d'un étudiant qui était un étudiant brillant en Algérie, qui est arrivé en licence 3, en troisième année de licence, et qui, puisqu'il ne parlait pas très bien français, a redoublé d'abord une année, une seconde année où il a eu besoin de faire des petits travaux justement pour pouvoir financer ses études, et une troisième année de Covid. Alors que c'est un élève qui est brillant, mais c'est quelqu'un qui vous explique qu'il a vécu ça, puis on avait aussi un gouvernement qui nous expliquait on va aider les étudiants pendant le Covid. Et in fine, on s'est servi dans beaucoup de dossiers de ces 2 années de Covid, qui sont souvent des années d'échecs scolaires, qu'on se le dise, pour des étudiants qui vivent dans des appartements de 10 ou 15 mètres carrés, ça se traduit souvent par des échecs scolaires. Et bien on s'est servi de ces 2 ans d'échecs pour venir justifier les 3 ans d'échecs qui permettent l'obligation du territoire. C'est scandaleux. C'est ce qui s'est passé. C'est la première question sur le titre de séjour étudiant. La deuxième, Vanessa en a assez bien parlé, c'est sur l'évolution du titre. Clairement, le problème qu'on a, c'est les changements de statut. Très compliqué d'arriver à passer du titre de séjour étudiant au titre de séjour salarié. Pourquoi? Parce que déjà, malheureusement, les étudiants étrangers, comme d'ailleurs les étudiants français, n'ont pas tout de suite un CDI ou un CDD après l'étudiant. Donc on est dans une situation difficile, où vous pouvez effectivement demander une autorisation provisoire de séjour, recherche d'emploi, mais qui est difficile à obtenir, qui ne concerne pas tous les pays, qui est extrêmement aussi en termes de délai compliqué à obtenir. Et puis vous avez effectivement ce titre de séjour salarié, mais à condition d'arriver à démontrer tout de suite un CDI ou un CDD. Étant précisé ici que si vous avez un CDD de 8 mois, votre titre de séjour, il est seulement valable 8 mois. Donc c'est extrêmement compliqué en réalité. Le passage du titre de séjour étudiant au titre de séjour salarié est extrêmement compliqué et il faut s'en méfier. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir et qui me demandent s'ils ne peuvent pas être naturalisés directement, parce qu'ils veulent éviter ce passage à des statuts précaires comme le statut de salarié, comme l'APS, ou solliciter directement une carte de résident. Mais malheureusement, aujourd'hui en France, le système veut qu'on doit passer après le statut étudiant par ce statut salarié. Qui Vanessa, effectivement, faut la faire partie. C'est l'esprit du cabinet. Comment faire pour se faire naturaliser, Vanessa? Alors ça c'est une très bonne question, mais sauf que la question elle est très vague, parce que quand on parle de naturalisation, en général, c'est soit par décret ou par déclaration. Ça se fait par déclaration si vous pouvez établir une filiation avec une personne qui possède déjà la nationalité française. Et par décret, en général, si vous remplissez des conditions qui sont 5 ans de présence obligatoire en France, ou 2 ans de présence si vous êtes ressortissant d'un pays francophone, et vous travaillez au moins pendant 3 ans, c'est-à-dire vous pouvez justifier des bulletins de paye de moins de 3 ans. Et en général, oui, au bout de 5 ans, vous pouvez faire une demande de naturalisation par décret. Par contre, par filiation, il y a plusieurs cas, soit en tant que, si vous pouvez démontrer que vous êtes marié à un Français. En général, ils demandent au moins pendant 5 ans, après ça dépend des préfectures, d'autres préfectures demandent 4 ans. Dès lors, vous devez prouver avec des preuves de vie communes. Preuves de vie communes, ça peut être soit des factures qui sont à vos 2 noms, ou vous déclarez vos impôts ensemble, ou vous avez un compte bancaire commun. Voilà, ce sont des preuves de vie communes que vous devez justifier pour pouvoir avoir la nationalité française en tant qu'époux de Français. Maintenant, vous pouvez également solliciter la nationalité française en tant que mère, c'est-à-dire au père d'enfants français. Mais là, il y a des conditions qui sont assez spécifiques. Vous devez avoir au moins 65 ans, qui est une condition, voilà, vous devez avoir au moins 65 ans, et vous devez justifier votre présence en France depuis au moins 25 ans. Voilà. Donc, ce sont des conditions qui sont voilà, pour moi catastrophiques, parce que je ne vois pas pourquoi on doit attendre d'avoir 65 ans pour pouvoir demander la nationalité française en tant que père de France ou mère de Français. Là. Ça me fait rire. Donc, ce sont des conditions qui sont par contre, c'est très rigoureux, parce que j'ai fait des dossiers pour des personnes, il fallait attendre plus de 65 ans pour pouvoir demander ce fondement-là. Sinon, on passe par d'autres fondements par décret ou justification en présence et 3 années de salaire en tant que salarié en France. Voilà. La naturalisation, c'est le Graal pour beaucoup de Français. C'est ce qui est constamment visé dans les échanges que j'ai quotidiennement avec les justiciables. C'est effectivement ce qui est visé, c'est l'objectif ultime pour certains, je le dis en toute sincérité. Et c'est vrai que, comme l'a dit Vanessa en introduction de son propos, c'est extrêmement compliqué de le résumer en quelques phrases, parce que c'est une procédure à part entière qui doit s'apprécier de concreto. Une remarque quand même liminaire avant que je m'exprime sur ce sujet. 24%. C'est le pourcentage
de naturalisation acceptées en France, c'est-à-dire une demande sur 4. Et précisons ici que les demandes de naturalisation ne sont pas effectuées par des personnes en situation régulière, elles sont effectuées souvent par des personnes établies de façon régulière en France, qui remplissent les conditions, et pourtant 3 sur 4 se voient refuser la naturalisation. Pourquoi ? Parce que vous êtes, et je crois que j'ai eu l'occasion de m'exprimer tout à l'heure sur ce sujet, sur l'admission exceptionnelle de séjour, vous êtes sur une admission et une appréciation souveraine de l'administration. Or, vous avez, je pense que vous le voyez, vous avez quand même dans l'actualité une tendance et un pays aussi qui tend à vouloir la limiter, et donc vous avez des naturalisations qui remplissent toutes les conditions, mais qui sont injustement refusées, qui remplissent toutes les conditions rappelées par Vanessa, et que je peux vous rappeler aujourd'hui, puisque celles qui sont intéressantes et opportunes, c'est celle de, bien sûr, la naturalisation par décret, puisque celle de plein droit, sur lesquelles on en a parlé rapidement, elle est évidente, et ça, lorsqu'on a des cas comme ça, on est très content. Mais celle que les gens revendiquent, en réalité, c'est celle par décret, celle qu'on demande, celle qui nécessite effectivement 5 ans de présence, sauf exception, celle qui nécessite de ne pas représenter une menace à l'ordre public, celle qui nécessite d'être assimilée à la société française, c'est-à-dire d'être en accord avec les principes et les valeurs essentielles de la République, mais ça veut aussi dire d'avoir des connaissances sur l'histoire, sur la culture et sur la société d'une manière générale. Il faut aussi justifier d'une connaissance parfaite de la langue française. Il faut aussi justifier d'une insertion professionnelle au sein de la communauté française. Et il faut démontrer des revenus stables et des revenus suffisants pour subvenir à vos besoins, mais aussi à ceux de votre foyer fiscal. Et malgré tout ça, et une fois que vous pensez que vous avez rempli chacun de ces critères, eh bien c'est possible effectivement que l'administration vous dise non. Parce qu'on est pris aujourd'hui dans un pays aussi, je l'ai expliqué en milieu de propos, qui effectivement tend à limiter cette naturalisation, qui derrière effectivement permet cette, ce que certains dénoncent, naturalisation massive, mais qui n'est absolument pas légitime. Donc il faut demander cette naturalisation quand on respecte les conditions, mais il faut absolument le faire de manière opportune, en respectant les conditions, en l'appuyant avec certaines pièces, en l'appuyant pourquoi pas avec le mémoire d'un avocat qui rappelle que les conditions sont remplies, et bien sûr en allant aussi demander des informations sur l'état d'un sujet, parce qu'on est aujourd'hui tenu par des délais très longs en matière de naturalisation. Oui. Les délais moyens sont entre 18 et 24 mois. On parle de 2 ans pour être naturalisé minimum. Moi, j'ai des justiciables qui viennent me voir, c'est des dossiers qui ont été déposés il y a 4 ou 5 ans, ils n'ont jamais eu un retour de l'administration. Il y a ce problème-là aussi qu'il faut évoquer. Je suis d'accord. Donc on a effectivement ces refus qui sont massifs, mais on a aussi tous ces dossiers qui ne sont même pas étudiés. Donc c'est-à-dire que le chiffre que j'ai évoqué de 24%, il ne comprend pas toutes les demandes qui sont déposées, qui ne sont pas étudiées ou pour lesquelles on n'a jamais de réponse. Et ça aussi, c'est un souci. Donc la naturalisation, le Graal, mais un Graal extrêmement difficile à obtenir. Je pensais avoir fini les questions, parce que j'avais mis la dernière ligne sur la naturalisation, mais il y a une question qui me vient tout de suite en idée, maître. Le timbre que nous payons, vous ne pensez pas que c'est un peu trop pour nous? Je ne sais pas, parce que peut-être je donne un exemple tout simple. Le premier récépissé, par exemple, on peut nous demander, je ne me rappelle plus, 300... 600, c'était 600. Voilà. 635 euros. Voilà, et juste après encore, on redemande... c'est une question curieuse, je ne sais pas si ça a lieu de la poser, mais... La question du timbre, je veux dire, c'est pas une question, c'est une question qu'on a quotidiennement au cabinet. Effectivement, vous avez alors des timbres qui sont demandés pour quasiment chacune des procédures que vous effectuez en droit d'étranger. La naturalisation, elle est payante. La première demande, elle est payante. Le renouvellement de titre de séjour, il est payant. Et en plus, ils ont créé des taxes, qu'on appelle des taxes quand vous êtes établi de manière régulière, qui effectivement correspondent à ces montants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment que je considère que c'est scandaleux. Évidemment, je considère que ça disconvient au principe que j'évoquais précédemment de liberté, d'égalité et de fraternité, parce que, effectivement, moi, quand je fais une demande de passeport, en tant que Français d'origine, j'ai pas de timbre à payer. Je considère, je vois pas pourquoi, justement, dans le cas d'une première demande, d'une admission exceptionnelle de séjour, il y a cette espèce de timbres qui sont exigés. Alors, quand ils sont à un faible
coup, comme c'est le cas pour la naturalisation, 55 € de mémoire, pourquoi pas? Parce que ça peut couvrir certains frais administratifs. Mais quand effectivement on a des taxes sur l'irrégularité du séjour de 200, de 400 ou de 600 €, c'est vrai que c'est excessif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous on le conteste quotidiennement, on le dit à l'administration. Mais si vous voulez, on a tellement d'autres choses à leur dire qu'on ne conteste même plus les timbres. C'est-à-dire qu'on a accepté cela. Mais on a accepté, mais on a envie effectivement de se battre. Et c'est des remarques que moi je formule quotidiennement sur l'administration. On conteste ces timbres fiscaux-là. Mais pour l'instant, on remarque quand même que malgré nos contestations, ils ont plus vocation à augmenter qu'à baisser. Et voilà. Si je peux rajouter, je trouve que c'est scandaleux parce qu'en fait, c'est demander à des personnes qui sont censées faire une première démontée de séjour, c'est-à-dire des sans-papiers, qui sont arrivés en France, ils ne travaillent pas, deux fois ils n'ont même pas de logement, et on les demande des sommes exorbitantes. Je trouve ça franchement, c'est honteux. Voilà. Abonnés qui, n'est-ce pas, de ses parents, de son papa est français. Mais le papa ne l'a pas déclaré tôt. Et cette dame, je vais dire dame parce qu'elle a déjà un enfant, elle a 18 ans, n'est-ce pas, et elle a pressenti de séjour et on lui refuse qu'elle ne peut pas faire une demande de nationalité. Alors je dis, je n'en sais rien, je vais demander à Maître Tordo, c'est son domaine. Alors je vais répondre. Alors c'est très simple. Il faut savoir que la nationalité française est acquise, l'article 18 du Code civil, est français, l'enfant d'un français. Ça c'est clair. Par contre, pour que la filiation soit établie, il faudrait que l'enfant se fasse reconnaître. Ah, je vais dire, le père il est français, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a été français, et je n'ai pas compris. Le papa il est français. Il est par, je vais dire, par... Mariage, alliance. D'accord, et quand sa fille elle est née, il était déjà français? Oui, il était déjà français. Et tous les il n'a pas enfants, reconnu? Non, il n'a pas reconnu. Bah oui, s'il n'a pas reconnu, c'est que la filiation n'est pas établie. Parce que là, j'ai cru que le père est devenu français, et je vais dire que l'enfant est devenu majeur avant que le père soit français. Non, le père était déjà français, même avant, là, il a reconnu tous les autres enfants, mais sauf elle, malheureusement. Non, bah oui, j'ai eu à faire un dossier d'ailleurs pareil, voilà, c'était un monsieur, il n'a pas, je ne vais pas citer son nom, mais il n'a pas reconnu son enfant. Et c'est clair, si l'enfant ne peut pas justifier du nom de son père dans son acte de naissance, en général, il demande les actes de naissance. Oui. Si elle ne peut pas justifier ça, si elle n'a pas reconnu la filiation, c'est-à-dire la filiation n'est pas établie. Et si la filiation n'est pas établie, l'article 18 du Code civil ne s'applique pas. Donc, elle ne pourra malheureusement pas se voir délivrer cette nationalité. Voilà. Alors, cher abonné, je sais que tu me regardes et j'espère que tu as entendu la réponse de l'assistant de Maître Tordo, malheureusement. Vous savez, alors, Maître va vous donner la réponse. C'est la même, c'est la même. Effectivement, la règle est très claire en France, Vanessa l'a très bien dit. Un enfant est français de naissance, c'est-à-dire par filiation, si au moins l'un de ses parents est français. Qu'est-ce qui se passe effectivement quand il y a une question sur la reconnaissance? Ça arrive souvent malheureusement, et on a nous souvent cette question-là au cabinet. Eh bien, lorsqu'un enfant n'est pas reconnu par son papa supposé, je crois que c'est le cas en l'espèce, oui. Il est possible d'établir un lien de filiation. Il va falloir prouver l'existence d'une relation entre le père et l'enfant. Et ensuite, il faudra demander à un notaire de le faire constater dans un acte dit de notoriété. C'est cet acte-là qui va permettre d'établir la filiation. Et pour obtenir cet acte-là, nous on le fait assez souvent au cabinet aussi, il faudra qu'on arrive à démontrer plusieurs éléments, notamment la preuve de l'existence de ce lien-là. Alors il y a eu un moment donné où ils sont comportés comme parents-enfants, il y a eu un parent qui a financé tout ou partie l'éducation et l'entretien de l'enfant, on a eu l'enfant qui porte par exemple le même nom que le parent prétendu. Enfin c'est divers, c'est un faisceau d'indices qui va permettre au notaire de constater qu'il y a un lien de filiation. Ça se fait très seulement, donc cette dame-là, je lui dis de venir nous voir, et puis on verra effectivement si dans ce dossier-là, on pourra établir une filiation. Il faut qu'elle vienne nous voir, c'est des dossiers particuliers, et on expliquera. Ok, donc on va essayer de prendre un rendez-vous. Mais son père, il est pour, c'est-à-dire... Ah oui, il est complètement Ah non, mais il fallait me dire ça, parce que moi, je vous ai donné le cas d'un parent qui ne veut pas reconnaître son enfant. Non.
Et ils regrettent même cette histoire. Ah non, mais par contre, ça, précédent oui, qui mais s'est ça, produit, c'est autre chose du coup. Parce que moi, j'ai eu à traiter des dossiers des parents qui ne reconnaissaient pas l'enfant et n'étaient pas engagés dans cette voie de reconnaissance. Vous voyez? Donc là, merci ça beaucoup, change. maître. Vous avez un conseil à donner aux sans-papiers dans le pays? Et puis on va finir sur vos conseils. C'est toujours utile. C'est difficile, la régularisation. C'est difficile parce que ça demande un courage, ça demande une volonté, ça demande une patience qui effectivement fait appel à des choses extrêmement particulières. Donc moi, ce que je dis à tous ceux qui sont en situation irrégulière en France, je leur dis, renseignez-vous, essayez de travailler, essayez de développer des attaches familiales en France, essayez d'apprendre à parler français, essayez de développer vos connaissances de la culture française. En réalité, la régularisation, c'est de la séduction administrative. C'est-à-dire qu'il faut arriver à séduire le préfet et l'administration de la nécessité de sa régularisation. Tout simplement. Donc, ne vous découragez pas. Comportez-vous, par contre, je le dis, de manière exemplaire lorsque vous êtes établi de manière régulière. Vraiment, aucune infraction, aucun délit. Parce que le moindre délit ou la moindre infraction permettra à l'administration derrière de vous administrer en OQTF et de vous placer en zone de rétention administrative. Et avec la législation sur l'OQTF, dans le cadre d'un casier judiciaire à vie, vous ne pourrez plus jamais être régularisé sur le territoire. Donc lorsque vous êtes établi de manière régulière, faites profil bas, renseignez-vous sur la culture française, développez vos attaches familiales, trouvez un travail, essayez de trouver un employeur. Et puis une fois effectivement vous avez 2-3 années de présence, que vous avez quelques fiches de paye, que vous avez des attaches familiales, venez voir un avocat faire votre première demande et puis on vous régularisera. Et moi je connais, je prends souvent cet exemple-là, un rappeur français, Soul King, qui est arrivé sur le territoire de manière irrégulière, qui a fait une première demande d'admission de séjour et aujourd'hui qui est un des rappeurs français les plus connus. Et les hommes comme ça, ils sont légion. Mais ces gens-là, à l'origine, eh ben, il le dit d'ailleurs dans sa musique, pendant 2, 3, 4 années, ça a été difficile. Mais il s'est battu, il y a cru. Et aujourd'hui, c'est une star du rap français. Vanessa, j'aurais aimé aussi. À la préfecture, faites des captures d'écran, envoyez des mails à la préfecture, là ça nous facilite la tâche, parce que très souvent on ne saisit pas des personnes qui n'ont rien fait, ils viennent et vous disent, mais je suis là depuis 5 ans, je suis là depuis 8 ans, je veux me régulariser. Mais il n'a jamais envoyé de courrier à la préfecture pour essayer de prendre rendez-vous, il n'a pas de capture d'écran, mais il veut que le travail soit fait en un mois, c'est impossible. Parce que quand on est saisi avec ce genre de dossier, il faudrait qu'il nous laisse le temps, nous, de faire des captures d'écran, de faire des mises en demeure à la préfecture et de montrer l'impossibilité de prendre un rendez-vous pour les régulariser. Et ça prend souvent énormément de temps. Pourtant, si ça avait été fait, ça aurait réduit le temps du traitement de leur dossier. Donc, je dis vraiment ça à ces personnes-là qui veulent se régulariser. Commencez à vous renseigner sur la préfecture qui est compétent pour instruire votre dossier et commencez à envoyer des mails et faire des captures d'écran. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Annie infiniment pour cette belle collaboration et le partenariat professionnel, n'est-ce pas, pour ma communauté et les citoyens du monde qui résident en France. Merci à vous pour Merci votre à confiance vous. depuis assez Merci. longtemps dans notre cabinet. Et puis on est ravis de pouvoir aider chacun des justiciables qui se posait des questions. On serait aussi ravis, en cas de besoin, de les recevoir au sein de notre office pour développer ce qu'on a eu l'occasion d'expliquer succinctement ce soir. Encore merci à vous pour votre patience et merci aussi à monsieur qui s'est occupé des... Merci.